L'expérience est de nouveau regardée sous l'angle d'une théorie encore plus élaborée. On a une théorie qui est médiane entre le platonisme et l'empirisme. Si les mathématiques et le monde ne se correspondent plus de manière évidente, alors il faut refonder les mathématiques sur des bases solides et indépendantes de la réalité. Plusieurs grands mathématiciens vont se lancer dans cette aventure qui va déboucher sur une crise. L'émergence des géométries non euclidiennes va amener les mathématiciens à poser les problèmes des fondements des géométries indépendamment d'une référence à une réalité, et donc amener à une conception hypothético-déductive des géométries. Exactement. Et cette indépendance des mathématiques est encore renforcée par toute une série de travaux dans la fin du XIXe siècle qui veulent réduire, qui ont réussi à réduire les nombres réels aux nombres naturels. Et même à la fin du 19e, Frege, il voulait réduire les nombres naturels à la logique. Donc on a l'impression, la seule chose qui est nécessaire pour comprendre les mathématiques, c'est finalement comprendre la logique, parce que tout est réduit à la logique. Oui, le vieux rêve logiciste. Voilà, le vieux rêve logiciste, voilà. En même temps, cette stratégie logiciste, elle aboutit à un échec avec les paradoxes, puisque bon, il y a eu des paradoxes dans la théorie des ensembles, là, notamment que Russell a découvert, et il y a et Zermelo aussi, Zermelo et d'autres, Burali-Forti et autres. Et pour donner une idée un peu de ces paradoxes, il y a la version un peu connue du paradoxe du barbier. C'est envisagez le barbier dans un village qui rase tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes, et uniquement eux. D'où la question, est-ce que le barbier en question se rase lui-même ou pas? Alors s'il se rase lui-même, il fait partie de la catégorie des hommes du village qui se rasent eux-mêmes, donc ils ne sont pas rasés par le barbier, donc il ne doit pas se raser lui-même. Et s'il ne se rase pas lui-même, il fait partie de la catégorie des hommes du village qui ne se rasent pas eux-mêmes, donc qui sont rasés par le barbier, donc par lui-même. Donc en fait, il y a un espèce de barbier paradoxal. Alors on s'en tire sur le barbier avec l'idée que ce barbier est une construction qui ne tient pas, il n'existe pas. Le problème là des paradoxes ensemblistes, c'est que c'est des ensembles dont l'existence est assumée dans la théorie des ensembles, qui ont ce type de propriété paradoxale. Et quand on dit que l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contient pas lui-même comme élément aboutit à une contradiction identique, ça met en cause toute la théorie qui suppose que ces ensembles existent. C'est pour ça que l'idée des mathématiques fondées simplement sur la logique, finalement c'est casser la figure au début du XXe siècle avec des paradoxes de ce type-là. Voici le barbier paradoxal en train de raser sa propre image. Il s'agit d'une caricature du célèbre mathématicien Bertrand Russell. Je voulais seulement là introduire une boutade, je crois que c'est Russell qui a dit une fois, le mathématicien ne comprend pas ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il voulait dire avec ça, que le mathématicien évidemment raisonne dans un cadre donné et il ne se pose pas la question du cadre, quel cadre il faut adopter pour les mathématiques. Et c'est ça qui intéresse évidemment les philosophes, et un mathématicien qui s'intéresse à ça, dans ce cas-là, il est en même temps mathématicien et philosophe. Le philosophe, il veut savoir, bien qu'il ne veut pas peut-être un fondement absolu, non, ça c'est pas possible, mais quand même, au moins, qu'on se pose la question que c'est pas possible et qu'on s'aperçoit qu'un fondement absolu n'est pas possible, n'est-ce pas? C'est cette question qu'on veut qu'on pose. Et évidemment, il n'y a pas seulement la théorie des ensembles, il y a des théories concurrentes. Il y a la théorie des catégories qui renonce à cette idée qui, depuis Aristote jusqu'à Kant et jusqu'à Peirce. Et là, ça change, qu'on veut toujours saisir quelque chose. On veut saisir une intuition, on veut saisir l'empirie et on ne fait pas attention à l'acte même de saisir et à l'acte du travail du mathématicien. Et la théorie des catégories est justement une théorie qui veut plus fixer une structure des objets donnés, mais fixe
actions. Hein. Des situations mathématiques. Oui. Voilà, des situations mathématiques. Donc, si on est déjà dans un cadre hypothétique ou déductif, pourquoi pas plutôt adopter la théorie des catégories? Et si on est dans un cadre normatif, philosophique plus strict, pourquoi pas adopter le constructivisme et l'intuitionnisme, c'est-à-dire qu'on dit seulement les objets mathématiques dont je peux donner une construction explicite sont vraiment justifiés. C'est quand même une conscience philosophique jusqu'où je peux aller avec la justification des mathématiques. Les fondements absolus n'existent pas. Maintenant, il faut trouver un modèle qui fait justice à la pratique des mathématiques, mais je crois que ce modèle existe plutôt dans la théorie des catégories que dans la théorie des ensembles. Parallèlement à cette crise des fondements, la physique connaît de grands bouleversements avec les deux théories de la relativité et des quanta. Les outils mathématiques permettant de décrire la réalité deviennent de plus en plus complexes. Et le rapport entre le monde et sa représentation mathématique prend une forme nouvelle, parfois déconcertante. Et ce problème du rapport et de l'application des mathématiques au monde, est-ce qu'il se pose toujours aujourd'hui dans les sciences et de quelle manière? Les questions se posent toujours et effectivement, on a posé les questions il y a quelques décennies d'une façon nouvelle. C'était par un physicien qui s'appelle Wigner, qui se posait les questions non pas de la simple application des mathématiques en physique théorique, mais il se posait la question du rôle des mathématiques